Bonjour à tous et à toutes, c'est Petit Bourgeon du blog Chez Réveil et Branche. Alors, épopée covidienne, saison 2. Voilà, moi j'envisageais pas forcément de reprendre, en tout cas de donner une suite à la série de vidéos que j'ai tournées pour raconter un peu mon vécu de psychomotricienne multi-affectée sur un grand groupement hospitalier français durant la première vague de l'épidémie de Covid-19 en France. Mais la réalité, elle est bien là. Et puis voilà, j'ai toujours dans la volonté de continuer à partager un témoignage qui peut être peut-être un petit peu plus parlant que des chiffres dans les médias ou des infos balancées sans trop forcément de fondement sur les réseaux sociaux. Je retourne une vidéo, un premier épisode de saison 2, si on peut le dire comme ça. Alors, je vais quand même faire un petit point sur les chiffres pour faire une correspondance entre ce qu'on entend, les statistiques et puis la réalité dans les services. Voilà, alors, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre 2020 sur donc, le grand groupement pour lequel je travaille. Le plan blanc a été déclenché il y a environ un mois, donc fin septembre. Les premières hausses d'hospitalisation, très légères au début, on les a observées dès le début, mi-mois de septembre. Voilà. Actuellement, les services de réanimation sont occupés à environ 90%, sachant qu'en fait ce chiffre il fluctue rapidement, tout simplement parce que grâce au plan blanc, grâce aux déprogrammations de chirurgie, grâce aux fermetures de certains services comme les hôpitaux de jour, etc., grâce aux déprogrammations d'hospitalisation de médecine, certaines hospitalisations, on arrive à récupérer du matériel, du personnel et des lieux pour monter en charge en réa. Donc ça c'est quelque chose qui se produit en ce moment, le processus est en cours du coup. Là par exemple en quelques semaines on est passé de 139 lits il me semble à 220 lits. Donc finalement le pourcentage il fluctue, il reste de toute façon majeur. Sachant qu'il y a eu aussi des transferts de patients de réa vers d'autres centres hospitaliers, mais qui sont maintenant eux également saturés, donc on ne peut plus vraiment transférer. Voilà. Sur ces services de réanimation et de soins intensifs quasiment complètement occupés, 60% sont des patients Covid. 60 c'est le double de 30. 30 c'était le seuil fixé par le gouvernement il y a quelques semaines pour justifier les mesures prises telles que le couvre-feu quand la courbe a commencé à vraiment monter. Voilà. Du coup, le rythme d'entrée et de sortie dans les services est très soutenu. J'ai une collègue ergothérapeute qui est sur un service de court séjour, qui est vite passée mi-Covid, mi-non-Covid sur les deux ailes, qui m'a dit certains patients ils entrent et on a l'impression que c'est pour les mettre dans la housse, hein, je la cite. C'est vous dire un petit peu le vécu des soignants actuellement. Voilà, et donc du coup avec les ouvertures de services dédiés, les patients sont parfois ballottés d'un service à un autre. Les patients sont parfois, sortis dans des conditions un petit peu bancales, avec un petit peu de précipitation. Voilà. Et puis il y a ce paradoxe aussi que moi je note, qui est que on court après les lits, on court après la place, mais on ne peut pas utiliser tous les lits disponibles. Pour moi, deux raisons que je note en gériatrie. La première, c'est que certains services ont un nombre non négligeable de chambres à 2 lits. Voilà, si ce service est non Covid, il ne peut pas accueillir 2 patients dans ces chambres à 2 lits, tout simplement pour éviter, si un patient est contaminé, pour éviter qu'il ne contamine l'autre. Donc ça fait déjà des lits en moins. Et puis parce que l'effectif soignant n'est pas à la hauteur de la demande. On manque d'infirmiers en ce moment. Donc tout simplement, dans certains services qui pourraient accueillir 25 patients, on en est à n'en accueillir que 15 par exemple. Voilà,
C'est un des paradoxes de la crise actuelle et qui montre bien que finalement le phénomène qu'on observe, c'est une sorte de conjoncture entre la nature du virus qui est, comment dire, plus contagieux que la grippe, donc qui circule vite et rapidement, la gravité de la maladie qui va, pour une proportion non négligeable de la population, d'une forme avec des séquelles plus ou moins longues au décès, et puis tout simplement de l'état du système de santé français actuel. Voilà. Sur mes services concrètement, qu'est-ce que moi j'observe et qu'est-ce que je vis ? Sur les 10 derniers jours, donc je vais vous remettre la liste là des services sur lesquels j'interviens, il y a des clusters qui apparaissent. Des cas plus ou moins ponctuels de patients qui se positivent en cours d'hospitalisation, qui étaient entrés négatifs et qui deviennent positifs. Donc ça ne peut être qu'une contamination nosocomiale. Soit par des visites, tout simplement parce que les visites ont continué le plus tard possible. Là, elles sont actuellement annulées sur tous mes services, mais on a essayé de les faire durer le plus longtemps possible parce que ça reste important pour nos patients. Et puis, ça peut être aussi des contaminations via des soignants eux-mêmes malades asymptomatiques. Voilà, malgré toutes les précautions que l'on prend. Du coup, selon l'interprétation que l'on fait des définitions de Santé publique France, tous les jours de la semaine dernière, des 10 derniers jours, j'ai pu être considérée comme cas contact de personnes, de cas confirmés de Covid-19. Et d'ailleurs, nombreux de mes collègues sont aussi dans cette situation. Du coup, je suis allée me faire tester mercredi, le résultat est négatif, ce que j'attendais moi parce que ayant été contaminée au mois de mars, même si il se trouve que ma sérologie est négative, c'est-à-dire que je n'ai a priori pas d'anticorps anti-Covid-19, je table quand même sur une mémoire immunitaire, une mémoire cellulaire qui me permettrait quand même étant de nouveau en contact avec le virus, de pouvoir me défendre, tout simplement. Voilà. On a eu des contaminations nosocomiales en long séjour, par exemple, qui ont abouti à des décès. Et on sait que le virus a été introduit par un visiteur qui, une fois dans la chambre de son proche, a enlevé son masque, n'a pas respecté la distance, etc. On a aussi en SSR le même type de contamination. Et ça, c'est très très difficile à encaisser pour nos autres soignants. Du coup, les nouvelles directives pour les rééducateurs font que nous ne pouvons plus accueillir nos patients dans nos salles de rééducation, sur nos plateaux techniques, donc ils n'accèdent plus à du matériel nécessaire à leur rééducation. On ne peut parfois plus les sortir de leur chambre. Rééduquer quelqu'un à la marche et à l'équilibre dans sa chambre, je vous avoue que ça devient vite compliqué. On ne peut pas porter beaucoup de matériel, ou alors il faut tout désinfecter, etc. Être très très rigoureux. Donc comme je vous disais, les visites sont interdites, le climat est anxiogène, donc les patients sont beaucoup plus en besoin d'être rassurés, ils ont beaucoup plus besoin de soutien relationnel, ce qui du coup nous réoriente aussi un peu notre façon de travailler. Ils changent parfois beaucoup de services parce que il se trouve qu'ils sont dans un service qui va passer Covid mais que eux ne sont pas Covid, du coup il faut qu'ils aillent dans un service qui n'est pas Covid. C'est très 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 difficile. Très très difficile à vivre pour eux, et puis pour certains c'est tout simplement ça signifie tout simplement un bond de plusieurs jours voire plusieurs semaines en arrière dans leur rééducation, et ça ajoute encore à la difficulté. Pour nous autres rééducateurs, on retrouve nos tenues tantôt de boucher, tantôt de cosmonaute, avec nos surblouses, tabliers, lunettes, etc. qui sont malheureusement assez peu pratiques pour toucher nos patients, pour se mettre en mouvement, pour échanger, etc. Voilà.
Et puis surtout, pour moi c'est exactement comme lors de la première vague, on retrouve cette charge mentale, surtout quand on est multi-affecté, à aller chercher des informations, elles ne sont toujours pas transmises comme elles devraient l'être, à aller confirmer, vérifier des consignes, confronter certaines consignes et leur cohérence, donner dans les services à nous notre exercice de rééducateur. Et puis à nous tenir au courant de tout simplement du statut infectieux de nos patients et puis du service. Est-ce que dans ce service-là, tous les patients sont en ce qu'on appelle précaution complémentaire RB, c'est-à-dire risque épidémique et biologique qui nous oblige à porter la tenue? Est-ce que certains le sont? Est-ce que d'autres le sont pas? Est-ce que voilà, tout ça ce sont des acrobaties organisationnelles et mentales qui nous fatiguent énormément. Voilà, je crois que le tableau que j'ai brossé est plus ou moins complet. Je pourrais plus entrer dans les détails, mais je crois que c'est inutile. Je vais pas ajouter plus de temps à cette vidéo qui est déjà bien longue. Il me reste pour terminer, moi, à vous souhaiter de prendre soin de vous, d'être bien concentré, de faire de votre mieux pour vous protéger votre entourage également. Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'avais faite concernant le masque, le masque qui n'est qu'une mesure parmi d'autres, mais qui est peut-être la plus emblématique de cette épidémie. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas d'avoir de la fantaisie, de la poésie, comme j'aime vraiment toujours à le rappeler, parce que on en a vraiment besoin dans cette période de grande adversité. Voilà. C'était Petit Bourgeon du blog Chez les Vieilles Branches et je vous retrouverai peut-être pour un prochain épisode de la saison 2 de l'épopée covidienne.